Bonjour et bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle. Votre hôte, Jean-François Sénéchal, professeur d'éthique à l'Université Laval. Comment allez-vous? Aujourd'hui, en studio, nous aborderons avec mon invité deux principaux sujets. D'abord, la morale des robots, l'éthique de la robotique. On verra comment on va la définir. Et ensuite, un autre sujet que j'aimerais aborder avec lui, c'est un cours d'éthique, la création d'un cours d'éthique en intelligence artificielle. C'est une personne que j'avais bien hâte de rencontrer. C'est notre première rencontre. Ça s'appelle IA Café, donc il faut se rappeler notre concept de temps en temps. On va prendre un café avec un autre expert de l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, nous recevons Martin Gibert, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Martin. Bonjour Jean-François. Comment ça va? Très bien, merci. Et toi? Bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, bienvenue à IA Café, notre enquête sur les enjeux éthiques et sociaux en intelligence artificielle. Faisons d'abord un parcours professionnel, Martin Gibert. Allons voir un peu par où vous avez passé. Donc, intelligence artificielle, oui, mais d'abord psychologie morale, donc un doctorat en psychologie morale au département de philosophie, je pense, à l'Université de Montréal. Du moins, Ouais. c'est ce que j'ai pris dans mes notes, des travaux sur l'imagination. Aussi, on verra quelle place ça occupe maintenant dans tes travaux. Postdoctorat à l'Université McGill sur la perception morale des animaux non humains et l'éthique animale. Donc là aussi, on verra où ça nous a mené tout ça, là. L'éthique animale, l'éthique des robots, est-ce qu'il y a des liens à tisser? Depuis 2017, donc chercheur en éthique à l'Université de Montréal, au Centre de recherche en éthique, le CRE, et à l'Institut de valorisation des données, donc IVADO. C'est un nom bien connu ici au Québec. Il fait de la recherche en éthique de l'IA, des données massives, plusieurs domaines de spécialisation, éthique, psychologie et morale, éthique appliquée à l'intelligence artificielle et aux technologies, plusieurs domaines de compétences, pensée critique, philosophie de la psychologie, philosophie du droit, métaéthique. Ça en fait beaucoup, Martin. Est-ce que j'en oublie? Est-ce que je dois ajouter quelque chose? Ah non, mais en t'entendant parler, c'est clair que j'ai un côté généraliste. Oui, c'est vrai. Je m'intéresse quand même à des choses assez diverses et même j'ai commencé à faire mes études en France, dont je suis originaire, et puis je dirais même que dans mon côté généraliste, il y a aussi que j'ai commencé en faisant plutôt de la philosophie. J'ai vraiment une formation de philosophe, mais au départ, j'ai plutôt fait de la philosophie continentale parce que c'était un peu juste ça qui était disponible Ah oui. à l'époque en France. Et puis c'est en arrivant au Québec, à l'Université de Montréal, que j'ai découvert la philo analytique, qui a quand même été un grand tournant. Et effectivement, j'ai fait mon doctorat en psychologie morale. Donc la psychologie morale, en deux mots, c'est Oui, essayer. psychologie morale, Ouais, c'est pas, c'est pas une expression que j'entends souvent, disons, ici à la faculté, là. mais c'est un domaine de recherche qui relève autant de la psycho que de l'éthique. Mais en gros, c'est essayer de comprendre pourquoi est-ce que on a les intuitions morales qu'on a, ou pourquoi est-ce qu'on a les comportements moraux qu'on a. Donc, c'est un regard scientifique, psychologique sur le comportement des gens. Et donc, moi, dans mon doctorat, ce qui m'a intéressé, c'est le rôle de l'imagination dans la cognition morale. Donc, quand on doit identifier un enjeu moral, ou quand on est dans une situation où une question ou des questions morales pourraient se poser, qu'est-ce que comment l'imagination peut enrichir ma compréhension? Et en gros, ben, ça peut l'enrichir de plusieurs Hmm. manières. Par exemple, en se mettant à la place des autres, ce qu'on appelle la prise de perspective, ou en faisant des expériences de pensée. Voilà, les philosophes Oui, ont ben faire des oui. expériences de pensée. Ben, une expérience de pensée, c'est de l'imagination qui nous permet de voir les choses autrement et de penser peut-être à des questions et à des solutions qu'on verrait pas simplement avec la perception. L'imagination, ça nous permet d'aller au-delà de la perception. Si on n'avait pas l'imagination, on serait un peu condamné à l'ici et À ce maintenant. qu'on voit, à ce qu'on perçoit, à ce Ouais. qu'on entend. Donc voilà, ça c'était le doctorat et puis ça a donné un livre qui s'appelle L'imagination en morale. L'imagination. Ah, c'est un beau thème. Je voyais aussi dans tes premiers travaux académiques, c'était sur l'éthique animale. Est-ce qu'il y a des liens entre l'éthique animale, l'éthique des robots? Est-ce que tu as réussi à tisser ce genre de lien?
Alors, quand on pose la question, il y a toujours au moins un point en commun, c'est que les deux sont non humaines. Non humaine, ouais, c'est ça. On a les robots d'un côté, les animaux de l'autre. Les deux sont des domaines d'éthique appliqués, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à un champ précis, l'IA ou les animaux, quand bien même c'est un champ vaste dans les deux cas. Après, c'est deux types d'entités très différentes, à commencer par le fait que les animaux, la plupart des animaux sont des patients moraux, c'est-à-dire des entités à qui on peut faire du mal, à qui on peut faire du tort, en particulier parce qu'ils sont sentients, ils sont capables de Ben ressentir oui. la douleur. Alors que pour ce qui est des IA ou des robots, on est loin d'avoir des IA ou des robots conscients, donc on ne peut pas dire que les IA sont des patients moraux pour le moment, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont pas soulever des problèmes moraux, mais en tout cas le problème moral avec les IA, c'est pas est-ce qu'on va leur faire du mal ou quoi, c'est pas le premier problème qui vient en tête là, est-ce qu'on va leur faire du bien ou du mal, c'est plutôt comment est-ce que elles vont faire du bien ou du mal à des patients moraux, alors Oui. essentiellement des humains, mais pourquoi pas des animaux? On peut imaginer que des IA fassent du bien ou du mal à des animaux. Oui, je vois bien les liens. J'ai hâte de voir où ça te mène dans tes réflexions. On va sûrement avoir la chance de les approfondir un peu plus tard. J'aimerais commencer disons, allons-y en bonne et due forme. Là. Commençons par l'éthique, parce que c'est un thème que tu chéris, que je chéris aussi. Donc, l'éthique normative. Donc, tu enseignes l'éthique. Tu écris sur l'éthique. Tu as monté aussi un beau cours sur l'éthique de l'intelligence artificielle et on y reviendra encore une fois un peu plus tard. Mais j'aimerais comprendre, peut-être prendre le temps d'expliquer ce qu'est l'éthique pour un prof d'éthique. C'est quoi les principaux concepts? C'est quoi l'éthique normative? Comment tu définis ça? Comment tu circonscris ça assez rapidement là, pour Ouais. tes étudiants au cours 1, là? Ouais, ben en général, je vais dire que l'éthique, c'est répondre à la question quelle est la bonne chose à faire. Alors, soit comme individu, soit même comme collectif, genre comme l'éthique publique, là, collectivement, quelle est la bonne chose à faire. Après, c'est répondre à la question quelle est la bonne chose à faire, mais avec des raisons morales, parce qu'on pourrait répondre à cette question-là avec des raisons prudentielles, par exemple. C'est quoi la bonne chose à faire si je veux m'enrichir, si je veux devenir Mhm. gagner statut social et ça, c'est pas quelle est la bonne chose à faire d'un point de vue éthique, c'est pas ça, c'est chercher des raisons morales et les raisons morales, elles se distinguent des raisons prudentielles parce qu'elles sont altruistes, sont pas centrées sur mes intérêts, elles, il s'agit de l'intérêt de tout le monde, y compris éventuellement des non-humains. Donc voilà, quelle est la bonne chose à faire? Ça, c'est l'éthique normative. Après, on peut distinguer l'éthique appliquée, où c'est Oui. vraiment quelle est la bonne chose à faire dans cette situation très concrète. Il faut autoriser l'avortement, l'euthanasie? Est-ce qu'on doit déployer tel système d'intelligence Donc, sur artificielle? quelque chose de très appliqué. Très appliqué, c'est ça avec un ici et maintenant. Donc ça, on parle d'éthique appliquée. De ce point de vue-là, l'éthique de l'intelligence artificielle, c'est de l'éthique Ben oui. appliquée. Mais pour s'aider en éthique appliquée, on va passer à un niveau un peu plus général, ouais, un peu plus abstrait, qui est l'éthique normative, où là, en gros, c'est les théories morales, c'est les tentatives faites par les philosophes pour trouver des grands principes qui fonctionnent dans plein de situations. Alors évidemment, il y a plusieurs théories, il y a plusieurs principes qui peuvent être parfois en concurrence, et puis ça peut être compliqué. Est-ce qu'on les passe toutes les théories là, où on se contente de quelques-unes, les principales, Mais Martin? pour moi, il n'y en a pas tant que ça. Pour moi, il y en a trois qui recouvrent à peu près tout. Pourquoi? Parce que je disais, c'est répondre à la question, l'éthique, c'est répondre à la question, quelle est la bonne chose à faire? Ben, ça, on peut se poser on peut préciser en disant, OK, c'est quelle est la bonne chose à faire du point de vue des résultats que ça va avoir dans le monde. Puis là, c'est une théorie qui s'appelle le conséquentialisme, en gros, qui prend en charge ce type d'analyse. Donc, quelles sont les conséquences de mon action? Puis si c'est des bonnes conséquences, on va le faire. Si c'est des mauvaises Oui, conséquences. c'est les calculs de conséquences typiques. Là. On se prend une feuille de papier, puis les pour, les L'utilitarisme contre, puis L'utilitarisme en philo est un exemple de cette approche conséquentialiste. Mais on peut aussi répondre à la question quelle est la bonne chose à faire sans se soucier des conséquences, simplement en regardant si notre action correspond à des standards moraux. Donc là, on va parler plutôt de déontologisme, d'éthique, des droits fondamentaux, des devoirs. les principes. Alors, il y a bien des principes dans toutes les éthiques, mais en tout cas là, c'est vraiment
des principes qui vont porter sur l'action. Ceci est autorisé, ceci est interdit, ceci est obligatoire. Peu Là, importe les conséquences. voilà, ouais, et peu importe les conséquences, effectivement. Donc là, évidemment, on devine que souvent, il y a Ils des jouent entre les deux, hein. limites entre les deux, et faire de la réflexion, faire de l'éthique, c'est souvent essayer de bien identifier les joutes entre les deux. Mais il y a un troisième, il y a un troisième larron qui est Le troisième larron, il est plus compliqué, hein. un C'est-à-dire que peu quand je plus. l'enseigne, là, Ouais, c'est ouais, les deux premiers sont vite compris, vite tout à fait. cernés, puis le troisième, ah, de quoi on parle, là? Le troisième, c'est l'éthique de la vertu. Donc, Mhm. et alors là, l'idée, c'est pas de s'intéresser aux conséquences de l'action, ni même de s'intéresser à l'action elle-même, mais de s'intéresser à l'agent, à la personne qui agit. Et là, l'idée derrière l'éthique de la vertu, c'est pour déterminer ce qu'est une bonne action, c'est de dire, ben, une bonne action, c'est une action qu'une personne vertueuse ferait dans une situation analogue. Oui, il y a Et quelque chose donc, de circulaire là-dedans c'est aussi. encore, ben, disons que si on est capable d'identifier qu'est-ce que ferait une personne vertueuse, qui est une personne vertueuse, Il faut l'identifier, cette personne-là. ouais, ouais. Et là, évidemment, c'est sûr que si on l'identifie en disant bah, c'est un déontologue ou un conséquentialiste, on rate il faut qu'il ait des caractéristiques propres. Mais il y a quelque chose de très intuitif dans l'éthique de la vertu parce que si on regarde notre éducation morale spontanée, là, de quand on est enfant et qu'on grandit, ben, probablement que consciemment ou non, on identifie autour de nous des personnes dont on se dit, OK, cette personne a l'air assez fiable, y compris dans des enjeux d'un peu délicats, relevant de la morale et tout. Oui, On peut bien se demander, OK, ben, qu'est-ce que ma tante que j'admire ferait oui. Qu'est-ce que mon père, aussi, disons, partons des parents, là, ou ma petite sœur, peu importe, mais ouais. Donc, il y a quand même quelque chose d'intuitif. Et un des gros chantiers que j'ai fait depuis que j'ai ce poste en éthique de l'IA, c'est de voir comment l'éthique de la vertu pourrait nous aider à programmer des robots. Puis si on applique ça à quelque chose de justement un peu plus concret, donc ça reste des théories, si on essaie d'appliquer ça à justement, là, des systèmes d'intelligence artificielle, des robots, des chatbots, c'est souvent mentionné, si on s'inspire de ces théories morales, à quoi ça ressemblerait? Tout le livre Faire la morale au robot, là, que j'ai publié en 2019 chez Atelier 10, est un peu une façon de répondre à ça. Puis même plus récemment, j'ai publié un article dans la revue AI and Ethics qui s'appelle The Case for Virtuous Robots, où justement je m'intéresse à... Alors, pour essayer de faire une explication assez rapide, si on prend un cas très concret, celui que j'utilise dans le livre et dans l'article, supposons une voiture autonome qu'on doit programmer. Alors c'est ça, déjà là, ça permet de voir quelque chose d'intéressant avec l'IA, c'est que jusqu'à présent, l'enjeu se posait pas en cas de... Quand on parle d'un dilemme un peu qui ressemble au dilemme du tramway, où la voiture devrait choisir d'elle-même, de façon autonome, entre tourner à gauche et à droite, ou à droite, mais à gauche, il y a un vieillard, et puis à droite, il y a Oui, on a déjà expliqué ce dilemme-là, puis OK. Ouais. la comparaison aussi avec les automobiles intelligentes, où on peut OK. déjà préprogrammer des réactions à droite, comme tu disais. Bon, il y a un vieillard qui va disparaître, à gauche, c'est un enfant, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment peut-on préprogrammer ou Ouais. Ben là, prévoir peut-être les réactions? ça peut justement dépendre de notre théorie morale préférée. Parce que des déontologues pourraient se dire, bon, mais ce qui compte ici, c'est des déontologues, par exemple, à la suite d'Emmanuel Kant, qui était dans cette veine-là, pourrait dire, maintenant, ce qui compte, ce sont les droits fondamentaux. Le vieillard et l'enfant ont les mêmes droits fondamentaux. Ce qui compte aussi, c'est d'éviter les discriminations. Il faut éviter de discriminer selon l'âge, en l'occurrence. Donc, la bonne solution serait de ne pas choisir. Alors concrètement, ne pas choisir, qu'est-ce que ça peut signifier? Ben, peut-être un tirage au sort, si la Peut-être. doit tourner à droite ou à gauche. Donc ça serait peut-être la réponse déontologiste qui a en fait été historiquement un peu promue par un comité allemand à qui on avait demandé Hmm. le gouvernement avait demandé des suggestions sur comment programmer ces voitures autonomes. Mais quand on entend cette solution, il y a plein de gens qui ont quand même l'intuition, mais ouais, ok, pourquoi pas, mais quand même, la vie de l'enfant versus la vie du vieillard, en fait, là, on a une raison utilitariste, conséquentialiste de privilégier peut-être la vie de l'enfant en se disant, ben, l'enfant, il lui reste plein d'années à vivre. Hmm. On Le se met à vieillard calculer, hein.
Ouais, le vieillard, probablement beaucoup moins en statistique. Logiquement, en tout cas, ça Ça. tient. Donc, si l'idée c'est et puis c'est ça que veulent faire les utilitaristes, c'est de maximiser le bien-être dans le monde. De même que s'il y avait un vieillard contre deux vieillards, on dirait, bon, Ah, ben, on va sacrifier un vieillard plutôt que deux vieillards, puis ben là, oui. ben, ça produit plus de bien-être. Ben là, avec enfant vieillard, on peut avoir un raisonnement analogue qui va faire que... Et en fait, quand on demande aux gens, souvent les gens, sans forcément avoir le raisonnement et les termes philosophiques, ont cette idée qu'il vaudrait mieux sacrifier le vieillard. Puis l'éthique de la vertu, Et comment qu'on alors, l'applique, celle-là? donc ça, c'est ça. Ça, c'était la deuxième passe avec le utilitarisme ou conséquentialisme. Éthique de la vertu. Donc là, l'idée, si on s'en tient à la définition de la philosophe Rosalind Hursthouse de ce que c'est qu'une action correcte pour l'éthique de la vertu, c'est l'action que ferait une personne vertueuse dans des conditions analogues. Et ben là, c'est un peu difficile de savoir. Mais sauf que c'est difficile, mais on pourrait le demander. Donc ça, c'est un peu l'idée que je développe dans l'article The Case for Virtuous On le World demanderait à qui? à des personnes vertueuses. Là, c'est délicat parce que comment est-ce qu'on identifie les Ben personnes oui. vertueuses? C'est délicat, mais c'est pas infaisable non plus. Et en fait, en gros, cette solution, elle est intéressante parce qu'elle permet, ou elle permettrait d'utiliser l'apprentissage automatique. Ce qu'il faudrait d'une certaine façon, c'est qu'un algorithme apprenne à se comporter, pardon, comme se comporterait une ou des personnes vertueuses. Alors voilà, moi, l'idée pour résoudre ce dilemme particulier, c'est pas de demander à une personne, parce que là, il y aurait un truc un peu arbitraire. Peut-être que si je demande à ma grande tante, elle va me répondre un truc différent, qui est vertueuse, mais elle pourrait me répondre quelque chose de différent de Mathieu Ricard, qui est Ben oui. un moine bouddhiste qui lui aussi vertueux. Donc là, l'idée, c'est peut-être d'en avoir plusieurs personnes Oui. vertueuses. Et alors voilà, supposons qu'on ait une base de personnes vertueuses. C'est pas la fin du monde s'il y a des non vertueux qui se sont glissés dans les vertueux. Il y en aura toujours. Ce qu'on veut, c'est un nombre important. Ce qu'on veut surtout, c'est avoir une base d'entraînement avec des personnes qui sont un peu plus vertueuses que la moyenne. Si déjà, si on a ça, si on a un groupe de personnes un peu plus vertueuses que la moyenne, ça veut dire qu'en entraînant des algorithmes à partir des données de ces personnes, ben, on aura quand même au final un système de décision un peu plus Qui vertueux. sont peut-être reconnus comme des personnes vertueuses par la population en général. Non? Alors ça, c'est la question. Comment est-ce qu'on identifie ces Ces personnes-là? personnes-là, là, oui. Effectivement, un proxy, ça peut être tout simplement de voir qui est-ce que les gens identifient comme des personnes vertueuses. Moi, je suis persuadé que si on demandait à chacun d'entre nous OK, cite-moi dans ton entourage deux, trois personnes qui te semblent un peu plus vertueuses que la moyenne, en qui tu ferais un peu plus confiance pour des questions délicates, on arriverait probablement quand même à des résultats intéressants. Là, puis les gens sont pas débiles. Là, je pense ils seraient capables de devoir répondre à la question qu'on leur pose. Mais bon, Oui, parce qu'on avait l'exemple du MIT avec ses autos intelligentes où il y avait plusieurs scénarios. On faisait répondre là, à ouais, grand déploiement plusieurs réponses, mais c'était à peu près n'importe qui pouvait répondre à ces questions-là. Donc, on avait une banque de réponses, donc une banque de scénarios avec une banque énorme de réponses, mais on ne peut pas nécessairement savoir si les personnes qui ont répondu à ça sont qualifiées de non, personnes ça, vertueuses en ça, général. c'est des personnes qui s'intéressent à ça, donc c'est sûr qu'il y a un genre de sélection, mais a priori, c'est pas spécialement des personnes vertueuses. Là, disons qu'il faudrait identifier dans toutes les personnes qui ont répondu à l'enquête du MIT les plus vertueuses, puis voir si elles ont des réponses qui diffèrent un peu de la moyenne, et dans ce cas-là, il faudrait se fier sur elles. Très intéressant. En tout cas, juste pour finir sur Ben oui. l'exemple de la voiture autonome, qu'est-ce que ça donnerait, donc, pour répondre à ta question, qu'est-ce que ça donnerait avec des personnes vertueuses? Ben, la solution technique que je propose, qui est un peu bizarre, mais je continue à penser que ça a l'air ça peut fonctionner. C'est donc, dans ce cas précis, enfant-vieillard, on pourrait imaginer qu'on fait passer un sondage pour savoir précisément un type sondage MIT. Et donc, supposons que 20% des personnes vertueuses pensent qu'il faut sauver le vieillard, 50% pensent qu'il faut sauver l'enfant, et puis les 30% qui restent pensent qu'il faut tirer au sort. Il y a un peu comme... Oui. C'est des déontologues, là, ils pensent qu'il faut respecter les droits fondamentaux. Mais l'algorithme qu'on pourrait implémenter dans la voiture autonome pourrait suivre ça. C'est-à-dire que si
par le plus grand des hasards, la voiture se trouve confrontée à un dilemme enfant-vieillard, ben, dans 20% des cas, elle sauverait l'enfant, elle sauverait pardon, le vieillard, dans 50% des cas, elle sauverait l'enfant, et dans 30% des cas, elle ferait un tirage au sort. Donc on a une procédure de décision, un algorithme qu'on peut qualifier de il se comporte comme se comporterait une personne vertueuse, puis on a même un peu pondéré en fonction des réponses qu'on a eues des personnes vertueuses. Donc, c'est un peu l'idée générale du... Très intéressant. Je me mets à la place de ceux qui programment en ce moment ces algorithmes, qui cherchent Ouais. des pistes de programmation, peut-être s'inspirer de ça. Donc, s'inspirer évidemment des autos qui suivent les lois, les règles, les normes, le code de la route minimalement, mais s'inspirer Évidemment. comme ça pour Ouais. prendre des décisions morales. Ben, Mais allons consulter. le code de la route ne nous dit pas s'il faut écraser l'enfant ou le vieillard. Ça, c'est une Non, il décision ne le dit pas, lui. qui revient soit à l'algorithme, soit à la personne qui conduit. Très belle piste de réflexion, calcul. J'ai hâte de voir ce que mes collègues là, qui ont les deux mains dans le cambouis numérique vont en penser. Deuxième thème que je voulais aborder avec toi, c'était, bon, l'éthique soit, mais l'éthique de l'intelligence artificielle. Une des premières difficultés qu'on a eues dans notre enquête sur l'intelligence artificielle, puis tu l'as sûrement rencontré aussi, c'est la difficulté de définir l'objet, hein? Ouais. Donc, l'intelligence artificielle en tant que telle. Donc, déjà, on se sert de notre propre intelligence pour essayer de définir l'intelligence. C'est déjà compliqué, donc il y a quelque chose d'un peu, ça donne un peu le vertige. Toi, comment tu définis l'intelligence Alors, artificielle? j'ai pas de réponse miraculeuse là, qui m'ont fait ah oui, c'est ça en fait. Euh, Bon, commençons par un début. Disons que intelligence, moi j'utilise souvent l'idée que c'est être capable de résoudre des questions, des problèmes complexes. Après l'intelligence artificielle, je l'opposerai à l'intelligence biologique. Donc, Mhm. dans l'intelligence biologique, on pourrait avoir de l'intelligence végétale. Donc, les plantes, le problème qu'elles ont à résoudre, c'est, mettons, comment faire faut que mes racines aillent chercher de l'eau. Puis, il y a des Il y a des petites lignes systèmes. de décision, là. Est-ce que je tourne à gauche ou à droite de la roche? C'est vrai. C'est une C'est, forme d'intelligence. c'est un début de prise de décision qui peut s'appuyer même sur de l'apprentissage parfois. Après, intelligence animale, bon, ben là, depuis quelques années, on en apprend beaucoup sur l'intelligence animale. Et en général, plus on s'intéresse à une espèce donnée, plus on va découvrir des comportements intelligents. Ça a été beaucoup biaisé parce que l'être humain a quand même très envie de se sentir au-dessus du reste des animaux. Donc, pendant très longtemps, on avait l'impression que l'intelligence était le monopole d'Homo sapiens, mais c'est pas du tout c'est Mhm. pas du tout le cas. Donc ça, c'est intelligent. Et puis intelligence humaine, donc il y a une partie de l'intelligence animale. Donc tout ça, on pourrait faire entrer ça dans le truc de l'intelligence biologique. Éventuellement, on pourrait parler d'intelligence extraterrestre. On n'a rien à en dire, mais conceptuellement, ça peut arriver. Et ça serait une forme d'intelligence qui serait ni biologique ni artificielle au sens strict, Ni humaine non plus. ni évidemment humaine. Et l'intelligence artificielle, ben, c'est capacité à résoudre des problèmes complexes non biologiques, pas implantés dans du biologique. Et en gros, c'est des systèmes de traitement de l'information qui répondent aux objectifs qu'on leur assigne, quoi. Bon, ben sans définition, on peut déjà partir du terrain, disons. Là. Toi, quand tu parles d'intelligence artificielle, les applications que tu as en tête, on a parlé des automobiles intelligentes, mais peut-être quelques autres applications que tu as en tête lorsque tu dis Ouais, l'intelligence artificielle, c'est... il y en a beaucoup. Ben, comme système de si je regarde même système de traitement automatique de l'information, qui est peut-être encore plus large. Ça va être des choses comme système de reconnaissance faciale comme Clearview AI. Ben oui. Donc, ça utilise des techniques d'intelligence artificielle pour bien voir que tel visage correspond à tel autre visage sur une autre photo, une autre caméra. Ça peut être un système d'intelligence artificielle, ça peut être, je travaille beaucoup là-dessus en ce moment sur les recommandeurs, le recommandeur de YouTube par exemple, Ben oui. personnalisé, hein, c'est pas les vidéos qu'on vous propose quand vous êtes sur votre YouTube, là, c'est pas des employés de YouTube. Ouais, lui, je pense qu'il va aimer cette vidéo, je vais lui proposer. Non, évidemment,
évidemment, Ah, c'est pas de la curation. On le voit bien là, que c'est fait automatiquement. Là. automatiquement, mais T'as cliqué sur le mauvais au mauvais moment, là, puis t'as des vidéos à la tonne. Là. ça peut être plus ou moins bien fait automatiquement. Dali, d'une certaine façon, c'est pas un système de recommandation, mais c'est un système qui crée Je suis sur la liste de Dali. Là. Ça fait des mois, là, j'ai pas encore réussi à soumettre ma phrase curieuse. Là. Moi, je l'ai pas fait directement, mais j'en ai beaucoup entendu parler ces derniers temps. Un chatbot. Un Un chatbot, chatbot. c'est un système d'intelligence artificielle qui peut être pas mal perfectionné. Donc, il y en a beaucoup, et puis avec une grande diversité, à tel point que c'est une vraie difficulté de juste un peu les classer, quoi. Savoir comment est-ce qu'on les range entre un recommandeur, YouTube, une voiture autonome, c'est qu'on est, C'est vrai. quand même, quand même C'est une assez, nature différente. Ça quand même cible assez des loin. besoins différents aussi. Ouais. Parlons justement des besoins, peut-être des avantages. Tu commences à avoir lu probablement et réfléchi beaucoup à ces enjeux-là. Les enjeux, c'est quoi, disons, les principaux enjeux éthiques ou problèmes ou critiques négatives là, que tu entends? C'est quoi les principales craintes morales, psychologiques, éthiques là, qui sont typiquement associées aux applications que tu viens de mentionner? Là? Alors c'est ça, ça va, c'est beaucoup du cas par cas, c'est beaucoup par application. Alors sur les applications de reconnaissance faciale type Clearview AI, Hmm. il y a eu beaucoup de reproches qui leur ont été faits, en particulier du point de vue du respect Confidentialité. de la confidentialité des informations personnelles. Et alors, si on rentre un peu dans le détail, ça, reconnaissance faciale, il y a différents usages. Par exemple, la reconnaissance faciale pour déverrouiller un téléphone, parce qu'il va identifier que c'est votre visage. C'est pas forcément intrusif. Alors, ça peut poser des problèmes. Je sais pas, quelqu'un qui voudrait ouvrir votre téléphone, il vous coupe la tête et puis il l'utilise pour ouvrir le téléphone. Bon, c'est un exemple qu'on va garder en tête, oui. Mais là où il y a eu un vrai enjeu éthique et qui fait que l'entreprise Clearview AI, qui avait essayé de refourguer son logiciel, notamment à la police canadienne, a pas été, Non, ça n'a pas été un succès. ça a été refusé par le commissaire à la vie privée, c'est que là, il s'agit d'utiliser la reconnaissance faciale pour identifier une personne dans une foule, par exemple. Donc, en gros, comment ça marche? C'est qu'on va avoir une photo d'une personne. Alors, ça peut sembler super légitime. Là, on peut avoir une vidéo de torture dégueulasse et puis on aperçoit le visage de la victime et du bourreau et puis on peut et donc là l'idée de Clearview AI c'est à partir d'une image comme ça faire une recherche sur toutes les images qui circulent sur le net. Et là où l'intelligence artificielle entre en jeu, c'est qu'il ne s'agit pas juste de dire j'ai déjà vu cette photo. L'intelligence artificielle est par exemple capable à partir d'une image en mouvement, d'une vidéo de moi qui a jamais été vue sur le net, de dire mais non, mais ça ressemble à la photo Facebook de ce prof d'éthique de l'IA à Montréal, quoi. Et alors là, ce qui a fâché le commissaire à la vie privée, c'est que le système suppose d'avoir avalé toutes les photos de gens disponibles sur le web pour pouvoir faire la comparaison, Mais quoi. oui, Et apprendre à partir de ces images. c'est un peu comme dans les films quand on voit un interrogatoire de police où il y a un suspect qui est parmi plusieurs autres suspects, là. Oui. Où il y a la personne qui a commis le crime qui est mélangée. Mais là, c'est un peu le même principe, sauf que c'est pas cinq ou six autres suspects, c'est la terre entière. Et ça veut dire que vous, on utilise votre image pour être sûr que c'est pas vous. Donc, il y a quelque chose de Et l'ordre. on vous présume comme suspect si on Et que, étend ouais, là. d'une certaine façon, on vous présume aussi comme suspect. En tout cas, voilà, le commissaire à la vie privée dit non, non, c'est trop. Donc, vie privée, Ouais. confidentialité, violation de certains droits, le droit à l'anonymat, le droit de ne pas être suspect de meurtre dès qu'il y a un meurtre. Ouais, et puis ouais, le fait d'avaler, d'utiliser des données sans mon Oui, consentement. c'est dignité, instrumentaliser ma vie. Dans les trucs de police, les faux suspects, ils sont d'accord pour être là, là.
Ils sont Oui, ils ont payés. donné leur consentement. Ils ont consenti. C'est pas le cas avec Fairview AI. OK, donc on en voit quelques enjeux. C'est des enjeux qui reviennent, des enjeux éthiques, des critiques. Maintenant, je dirais les bons côtés que tu vois en tant qu'éthicien, parce que j'imagine qu'on fait de l'intelligence artificielle, c'est peut-être une présomption de ma part, mais pour résoudre certains problèmes, pour contribuer peut-être au bien commun. C'est quoi les principaux bénéfices, les espoirs moraux, psychologiques, On éthiques, là? n'a pas fait le tour, on n'a pas fait le tour des difficultés parce que c'était Ah, tu juste. en avais quelques-unes, mais allez, Non, mais pour chaque type de logiciel, on peut identifier des problèmes. Et je vais rester sur ta dernière question sur les bénéfices. Bon, le bénéfice premier, c'est le bénéfice global de l'IA, c'est l'automatisation. C'est que ça évite que des gens le fassent. Donc, ça fait gagner du temps, en des gros. tâches routinières, ça rend les tâches plus efficaces. Même pas forcément routinière, juste il y a des tâches dont on peut se défausser sur des systèmes de traitement automatique de l'information. Et donc ça, économiquement, c'est censé être une bonne chose parce que c'est des gains de productivité. Ouais. Pour l'être humain, si la répartition de la charge de travail était parfaitement égale, ça voudrait dire globalement quand même qu'on travaille moins, plus on peut déléguer de choses. Alors ça se passe pas exactement comme ça, mais Théoriquement, ça fait plusieurs fois qu'on l'a fait cette promesse-là, là, mais en théorie, c'est ça. En théorie, on peut imaginer que la direction qu'on prend, c'est celle d'un monde où il y aura moins de travail parce qu'il y aura plus d'automatisation, parce qu'il aura été automatisé. Après, ça permet aussi pas juste d'automatiser, ça permet de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, quoi. c'est En, vrai. je pense c'est souvent, si on veut voir les bons côtés de l'IA, il faut souvent aller du côté de la santé, par exemple. Donc, je pense au logiciel AlphaFold de la société DeepMind, qui est un logiciel pour simuler Des protéines. c'est ça. Alors, c'est tellement compliqué que les chercheurs humains n'y arrivaient pas. Mais là, un Ouais, système pour trouver la structure de certaines protéines, on en connaissait quelques-uns. comment est-ce qu'elles se replient les unes sur les autres. Et c'était plein de simulations. En tout cas, il semblerait qu'on va faire des vrais progrès. Puis comme les protéines, c'est à la base de tout dans Mhm. biologie, hein, pour la santé, on peut réellement espérer des progrès à ce niveau-là en santé. Parmi les choses qu'on pouvait pas faire, tout ce que YouTube, voilà, YouTube, ça donne quand même accès à une quantité d'informations. Oui, puis la Et, curation automatique, on peut bien s'en plaindre, mais ben oui, c'est ça. Dans mon travail de chercheur, je suis tout le temps sur le web à utiliser des moteurs de recherche et oui, qui sont de plus en plus efficaces, ciblés. Bon, on information. chiale contre la publicité ciblée, mais j'ai de moins en moins de publicité qui me dérange, puis de plus en plus. Ouais, Bon, c'est un peu. C'est ça, un défaut, mais en même temps, ça peut être une qualité. ouais. Très intéressant, Martin. Un autre sujet que je voulais aborder avec toi, puis j'ai hâte d'en discuter avec toi, je dirais que c'est le prolongement des réflexions que tu as probablement eues dans ta carrière de chercheur. C'est-à-dire que lorsqu'on fait de l'éthique, on voit des technologies qui font le buzz. C'est sûr qu'en ce moment, c'est l'intelligence artificielle, là, mais il y en a eu d'autres. Tu t'es intéressé à la question de la technique, donc l'éthique de la technique. Si on fait de l'éthique, on en fait un peu de l'éthique de la technique, là, commencer à réfléchir à tout ça. Est-ce que tu vois puis ça fait longtemps que j'explore cette question-là, est-ce que tu vois des questions morales, éthiques qui sont inédites, qui sont nouvelles, ou est-ce que l'IA, disons les questions éthiques sont associées à l'IA, ou les enjeux éthiques même, est-ce que Mhm. ce sont les mêmes, ou est-ce qu'il y a vraiment des enjeux éthiques Ouais, qui, là, sont inédits, jamais vus? il y a On ouvre une nouvelle brèche, là. ouais, je dirais qu'il y a deux types de cas. Il y en a où l'intelligence artificielle, ça fait juste amplifier des questions qui existaient avant. Mais voilà, quand on parlait de surveillance avec Clearview AI, bon, des enjeux de surveillance, ça existe depuis longtemps, quoi. Le pouvoir essaye de surveiller ces sujets. Alors là, ça passe par là, c'est sûr que c'est à une autre échelle parce que tout C'est une échelle c'est du jamais vu en ce ça. sens, là. Mais en ce sens,
disons que là, on pourrait dire que ça exacerbe. L'IA exacerbe des enjeux éthiques liés à la vie privée et à la surveillance. Mais il y en a aussi, puis moi, c'est ça que je trouve le plus intéressant, où elle pose des problèmes inédits. Et on peut revenir à la voiture autonome, là, parce que jusqu'à présent, un humain dans une voiture confronté à une situation enfant-vieillard, en fait, si c'est une situation d'accident, il a probablement juste pas le temps d'y penser et Vraiment pas, hein. ça va être un réflexe. Il va tourner à gauche ou à droite, mais on pourra pas dire que sa décision est le résultat d'une prise de décision. Souvent, il fige aussi. D'ailleurs, l'exemple du tramway, je ne sais pas si tu as vu cet épisode-là, ça s'appelle, un épisode que j'ai vu à la télé, comment ça s'appelle? Minefield, où on voit justement l'épisode du tramway avec Ouais, des vrais participants, puis leur décision, c'est assez simple, c'est que la plupart, ils figent. Ils ouais, ouais, font ouais. juste rien. Ouais. Donc, on est bien loin de cet auto là, qui est Ouais. capable de computer toute l'information autour de lui, calculer à une vitesse folle, prendre la vitesse de l'autre, calculer qu'il y a un piéton, trois passagers, il y en a deux en arrière. Donc, lui, il calcule ça en même temps, là. Donc c'est ça, et ça c'est nouveau parce que ça veut dire qu'on a des systèmes relativement autonomes parce que au moment, c'est parce que la voiture qui décide, même si elle a été programmée pour décider d'une certaine façon, mais c'est quand même elle qui au dernier moment va identifier les éléments et puis prendre sa décision. Et donc je dirais que tout ce qui relève de ce qu'on appelle techniquement les agents moraux artificiels, ça, c'est nouveau. Donc, un agent moral artificiel, ben, ça peut être une voiture autonome, ça peut être un chatbot qui vous répond des choses qui peuvent avoir une connotation morale ou des conséquences sur vous. Et, euh, et ça, c'est passionnant pour des philosophes. D'une certaine façon, ça nous oblige. Les dilemmes de tramway, on les connaît depuis longtemps. Qu'est-ce qu'il Oui. faut faire? Écraser une personne ou cinq personnes, mais ça reste des belles histoires pour les profs d'éthique pour intéresser leurs étudiants. Mais là, d'une certaine façon, c'est l'ingénieur, C'est concret, là. qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'implémente? Oui. Et donc là, on est obligé de trouver des solutions, d'où les réflexions que j'ai pu avoir sur comment une théorie déontologiste, utilitariste Oui, c'est pas juste, on quitte la théorie, puis là, mais là, on va arrêter de réfléchir. Le dilemme du tramway est intéressant, mais il n'est pas juste intéressant, il est concret, pratique. Il faut trouver une Oh, réponse ah, maintenant, là. ouais. Alors, c'est ça, on n'est pas obligé de donner une réponse définitive. Ça, c'est l'avantage de la programmation, quoi. On peut changer d'avis et puis programmer autrement le lendemain, quoi. C'est pas comme je fais souvent le lien entre des humains, des enfants humains et puis un algorithme. Donc, un agent moral artificiel, mais un agent moral artificiel, par différence avec un agent humain Morale. moral, il suffit de changer son code pour lui faire faire des choses autrement. Un enfant, pour lui faire changer ses intuitions morales et tout, ça prend quand même Oui. plusieurs années, quoi. Oui. Si on lui a dit pendant longtemps, ah ouais, les Oui, hommes puis sont... puis un vieil agent moral, ça prend vraiment Et c'est ça, exactement. de nombreuses années avant de le faire changer On d'idée. va voir, on n'arrive pas parfois à le Non, non. changer. Ouais. Passionnant, Martin. Écoute, un thème que je peux pas, je voulais absolument aborder avec toi, c'est le cours d'éthique que tu es. Donc, un cours d'éthique en intelligence artificielle. Donc, tu as participé à la création d'un cours d'éthique, un cours gratuit d'ailleurs, en ligne d'une vingtaine d'heures. Pourquoi créer un cours d'éthique en IA dans ton institution? Est-ce que c'est une demande, un besoin? C'est quoi le contexte? Oui, c'est parce qu'on me l'a demandé, mais ça fait partie de mon travail parce que je suis chercheur en éthique de l'intelligence artificielle au centre de recherche en éthique et à l'Ivado. Et une de mes missions, c'est de faire de la transmission des connaissances. Et il se trouve que en français, il n'y avait pas de cours d'introduction à l'éthique de l'IA, à ma connaissance, disponible sur des plateformes. Donc là, il y avait un défi excitant aussi de se dire, OK, à quoi... Puis moi-même, j'ai enseigné, mais j'ai jamais enseigné l'éthique de l'IA. Donc, qu'est-ce que je devrais enseigner? C'est quoi en 2022, c'est quoi les éléments qu'un étudiant en éthique de l'IA devrait absolument J'étais maîtriser? vraiment curieux parce que j'étais dans la même démarche ici à l'université. Ça fait plusieurs années que
j'essaie de pousser un cours d'éthique de l'IA. Je me demandais c'était quoi les thèmes qu'il fallait aborder. Tantôt que tu parlais des comment les classer, ces applications-là. Là. Je veux dire, des fois, il y a vraiment des grandes différences de ces applications-là. Chaque application engendre des enjeux éthiques qui sont pas de même nature. Comment faire de l'ordre dans tout ça pour créer Ouais, créer un cours universitaire? ouais. Alors, j'ai pas complètement réussi. Ça reste un peu. C'est un cours, hein. L'année 1, c'est jamais parfait. Là. Ça continue à partir un peu dans tous les sens, mais mon intuition, c'est quand même générale, c'est déjà pour expliquer concrètement à quoi ça ressemble. Donc, c'est essentiellement 19 capsules vidéo d'une vingtaine de minutes. Ça s'adresse à qui, hein? Il n'y a pas de prérequis, donc ça s'adresse à n'importe quel étudiante francophone. Ça s'adresse d'ailleurs pas spécialement aux Québécois ou aux Canadiens, parce que là j'ai regardé les statistiques, en fait il y a plus il y a des Français, il y a beaucoup de francophones d'Afrique. Donc, vous parlez le français, vous comprenez Voilà, le français, vous vous comprenez. intéressez aux enjeux éthiques en IA, c'est le bon cours pour vous, là. C'est sur la plateforme EduLib, et donc c'est entièrement gratuit. Et 19 capsules, donc qui sont. Alors il y a les capsules, il y a aussi C'est des capsules vidéo? c'est des capsules vidéo où je parle face caméra en faisant quelques blagues parfois, et puis j'ai des casquettes qui dans certaines situations. Par exemple, si je fais une expérience de pensée, je vais avoir une casquette expérience de pensée. Si je parle d'un truc canadien, je vais avoir une casquette de contenu Qu'est-ce canadien. qu'on ferait pas pour être intéressant hein, dans Ah, un cours? ça, c'est vraiment pour garder l'attention des auditeurs et des auditrices. Je Euh, veux voir ça, je veux te voir avec une casquette, Martin. et puis moi-même aussi, ça rend la chose plus amusante Ben oui, il le faut, hein. Le plan, alors, il y a un manuel avec des textes, et il y a il y a quatre modules, puis après chaque module, il y a un test sur les vidéos et sur les Les lectures. textes. Et au total, c'est censé être 20 heures de travail. À mon avis, c'est un peu plus parce que les lectures il y a quand même pas mal de lectures, mais mettons peut-être 25 heures. Et alors, comment j'ai organisé ça? Il y a trois grandes parties. D'abord, une introduction générale à l'éthique, où je vais évoquer des choses Aborder un peu les questions qu'on a qu'on abordées, a là. parlé aujourd'hui. Voilà, exactement, les trois théories morales. Je parle un peu de métaéthique. Quand on parlait d'éthique, il y a l'éthique appliquée, l'éthique normative, et puis la métaéthique, qui est la réflexion sur un peu la plus abstraite sur les concepts. Qu'est-ce que le bien? Est-ce que le bien est le même pour tous? Des choses comme ça. Donc ça aussi, je l'évoque un petit peu dans cette introduction. J'évoque l'éthique de la technique. Ensuite, L'éthique de la technique, quel auteur vous avez ciblé? voilà, là, j'avais 20 minutes pour parler de l'éthique de la technique en général. Donc, je me suis restreint à trois auteurs. Jacques Ellul, Mhm. plutôt des auteurs critiques d'ailleurs, hein, Jacques Ellul, un auteur français. McLuhan, le Canadien, Oui, pour comprendre les médias. Et puis, Unabomber, ah, Theodore Kaczynski, qui est très anti-technique. technique au point de faire des bombes pour. En tout cas, je raconte tout ça dans le cours. Donc, c'est ça. C'est une introduction très sommaire. C'est pas ma spécialité, l'éthique de la technique. Mais bon, comme c'est le chapeau le plus général, en fait, toutes ces questions qu'on se pose, on peut les faire entrer dans le chapeau éthique de la technique. Ça me semblait C'est vrai, important de l'aborder. quelques notions là-dessus. Donc, Ensuite, ça, si je regarde dans le plan de cours, c'est le module 1, donc ouais, l'introduction. exactement. Module 2, éthique de l'IA, donc qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Ouais. On l'a vu, intelligence artificielle et santé, donc ça, c'est un des thèmes évidemment importants. Ouais, je fais une distinction entre éthique de l'intelligence artificielle et éthique des algorithmes, qui est ma troisième Ben oui, section. c'est quoi cette différence-là? Alors, c'est un peu un truc d'inclusion. Je disais, le chapeau le plus large, c'est l'éthique de la technique. Dessous, on pourrait mettre éventuellement un chapeau intermédiaire qui serait éthique de l'information, dont l'éthique de l'intelligence artificielle serait un sous-ensemble. Mais en gros, l'éthique de l'intelligence artificielle, ça va être toutes les questions qu'on se pose à partir de systèmes d'IA. Donc ça peut être aussi bien est-ce que l'intelligence artificielle est bonne ou mal et mauvaise pour l'environnement, est-ce que les systèmes d'intelligence artificielle sont bons pour la démocratie,
Donc, Hmm. le lien avec la société, comment ça transforme les rapports humains. Donc, on parle d'intelligence artificielle, mais de façon assez générique, si je puis dire. Et donc, ça se distingue de l'éthique des algorithmes, qui est un sous-ensemble de l'éthique de l'intelligence artificielle, qui là va s'intéresser plus précisément à la programmation. OK, donc Donc, on part du comment... général au particulier. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Donc, la programmation, voilà, comment est-ce qu'on devrait programmer, mettons, la voiture autonome ou l'algorithme de recommandation de YouTube? Est-ce qu'il y a des enjeux moraux dans ces programmations? OK, intéressant. Ensuite, on voit IA santé, IA et remplacement. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça, c'est les enjeux liés autour de la question du travail. Ah, du travail. C'est-à-dire que c'est ça, si on a des voitures autonomes, on n'a plus besoin de taxis et donc les chauffeurs de taxi sont remplacés et Donc, l'IA qui vient en remplacement ouais, à l'humain pour faire différentes tâches. ouais, ouais, tout à fait. IA et environnement. D'ailleurs, c'est un thème qu'on n'a pas encore abordé au podcast, IA et environnement. C'est sûr qu'on va y revenir. C'est un sujet super important. Ah oui. IA et surveillance, donc les réseaux sociaux, j'imagine. Il y a les réseaux sociaux, il y a la Chine qui surveille les Ouïghours, il y a Ah oui. le capitalisme de surveillance de Shoshana Zuboff. Ouais, un des objectifs aussi du cours, c'est de faire découvrir des auteurs et des autrices contemporains qui ont travaillé sur la question. En fait, évidemment, je me suis dit, c'est quoi quand j'ai conçu le cours, je me suis dit, OK, c'est quoi les choses importantes à dire, ou c'est quoi les thèmes intéressants, mais il y en avait tellement que il Qui fallait sont les incontournables, les auteurs? et ça, je me suis dit, OK, là, j'ai des choses, là, il y a tel auteur qui est intéressant, qui en a parlé. J'ai fait le cours avec ce qui me semblait le plus intéressant à ma disposition à ce moment-là. Hmm. Toujours un peu dans l'urgence, OK, ah là, il faut que je fasse une séance sur l'environnement, qu'est-ce que j'ai d'intéressant sur l'environnement, puis c'est comme ça que C'est je... toujours ça un cours, hein. Il y a des sacrifices à faire. Là, on ne peut pas tout voir. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? Puis, qu'est-ce que les étudiants veulent voir? Qu'est-ce que je C'est veux leur ça. enseigner? Qu'est-ce que... Ouais, moi, souvent, j'essaye de me mettre dans la position de l'étudiant en disant, OK, est-ce que si j'étais étudiant, j'aurais envie de passer une heure à Ouais. lire ça ou, Est-ce que l'étudiant s'est inscrit à ce cours-là pour entendre parler de ça aussi, là? oui, 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 non, OK, c'est OK. sûr. Il y a des besoins aussi. Ils arrivent là avec des besoins. Ils en ont besoin de certaines lectures, certaines notions. Je regarde dans les thèmes abordés, toujours au module 2, IA et démocratie. IA et manipulation, c'est quoi? Alors, si je me souviens, Il n'est pas encore enseigné. là, je pense que je parle des notes ou des choses par exemple, de Tristan Harris qui a analysé comment l'IA permet de mieux manipuler les gens, ou l'affaire Cambridge, je pense que c'est aussi là que je parle de Ah Cambridge. oui, probablement. Parce que Puis les Cambridge, réseaux sociaux, comment l'intelligence artificielle manipule un peu c'est notre, ça, notre comportement. le scandale de Cambridge Analytica, c'est une histoire de manipulation. Hmm. Et voilà, comment ça faut faire écho à ce qu'on disait tout à l'heure. La manipulation, c'est pas nouveau. La manipulation politique, le fait que des hommes politiques veulent que les gens les voient plus, c'est pas nouveau. Mais les moyens dont on peut disposer aujourd'hui et dont disposait Cambridge Analytica sont comme une mesure avec ce qui a existé dans le passé, quoi. Ben oui, tout à fait. Donc, IA et discrimination, IA démocratie, droit des robots, ça me semble plus évident. Module 3, c'est là qu'on parle de... Donc, module 2, éthique de l'IA, qui était plus Ouais. général. Éthique des algorithmes, c'est là où ça s'adresse un peu plus à ceux qui vont avoir à faire ces programmations-là ou qui se posent des questions concrètes sur Ouais, c'est ces ça. Une applications-là. question plus précise et concrète, vraiment sur, à chaque fois, j'essaye de prendre un type d'IA et puis ça reste générique, mais de voir quels enjeux spécifiques ça pose. Donc, qu'est-ce que l'éthique des algorithmes? Super intelligence. Donc là, c'est là qu'on se pose la question préférée des philosophes là, sur la singularité, une nouvelle conscience, sans science. C'est là où on s'en va, non? Ouais, ouais. Bah, en gros, je résume les thèses de Nick Bostrom sur la notion de super intelligence. Voiture autonome, chatbots, système de recommandation, le cas Compass, évidemment, on en a parlé. Donc, des applications concrètes, pratiques, réalistes aussi. Donc, Ouais. module 3, c'est 3 modules. Tu me disais combien d'heures? 25 heures? Ouais, c'est marqué 20 heures, mais je pense que c'est au moins 25 quand même, si on veut faire ça sérieusement. On peut sans doute passer le cours sans faire les lectures. Là, au niveau nombre de vidéos, c'est à peu près 6 heures de vidéos. Mais il y a des lectures.
Vraiment beau boulot. Je regardais le classement, l'organisation, tout ça. C'est ça que je disais. Ça fait 2 ans que j'essaie de pousser un cours, là. Puis il y en a un à la faculté, mais c'est ça, c'est un cours qui est un peu plus orienté philo. Ça s'adresse surtout aux étudiants en philo. Puis Mhm. j'essaie de développer un cours avec un peu plus de le profil sciences et génie. C'est pas le Mhm. même genre de tête. Puis je vois que entre autres, tu sais, ton module 3 puis la façon que tu l'as orienté, on voit que ça a été pensé pour d'autres types de têtes. C'est Pas sûr forcément. qu'un philosophe dire on va lire des textes, ça va, mais Ouais. je pense que ceux qui ont les mains là, sur les applications concrètes, des fois de partir de l'application concrète pour après ça aller explorer les questions éthiques qui sont soulevées par ces applications-là. Ce que je fais aussi, comme c'est un cours d'introduction, un des objectifs, c'est d'offrir des pistes et des recommandations de lecture, de vidéos aux étudiants. Et notamment, je fais beaucoup de renvois des vidéos YouTube en français ou en anglais, ça c'est très facile à trouver. Mais il y a quelques bonnes chaînes YouTube en français soit sur l'IA, soit les types de l'IA. Je pense notamment à Science for All de C'est vrai. Nguyen Trang. C'est vrai en français il y a du contenu, mais il est plus évidemment plus rare, mais il est important. Ouais, ouais. Mais il y a quand même, c'est ça, même au niveau des documentaires, il y a quand même beaucoup de documentaires qui Ouais. commencent à être. Avez-vous pensé à des capsules audio? Non, mais je pense que le cours devrait être à peu près compréhensible juste en l'écoutant. Le... Ben, je dis ça, mais nous autres, on a plein de capsules audio où on aborde à peu près ces mêmes thèmes-là. Puis des fois, l'audio, je trouve des fois pour le contenu intellectuel, en tout cas, moi, j'en consomme quasiment plus à l'audio Ouais. Ah qu'à oui, la non. vidéo. La vidéo, des fois, distrait. Il y a quelqu'un qui joue avec ses casquettes, là, puis ça distrait un peu. Donc, avoir des fois l'audio pendant que je prends ma marche ou ma course, promener le chien, Tout à fait, ouais, ouais, ouais. je dis Moi, ça, je dis rien. j'écoute des livres audio. Ah C'est, oui? on peut faire autre chose et quoi, tu fais la vaisselle et puis tu écoutes un Oui, livre. on est dans le bus, on est en déplacement. Des fois, c'est une autre façon. En tout cas, je dis ça, je dis rien. Là, nous autres, on a quelques bons épisodes pour vous en contenu d'enrichissement, peut-être pour vos étudiants. Écoute, ce sera tout, Martin. J'espère que, tiens, je m'adresse à mes auditeurs. J'espère que vous avez aimé cette rencontre, ce café avec Martin Gibert, donc éthique de l'IA, éthique des algorithmes, enseignement de l'IA. Passionnant tout ça, Martin. Il faudra un jour poursuivre cette discussion. Avec plaisir. Notre invité aujourd'hui, Martin Gibert. Merci encore, Martin, d'avoir participé à notre enquête sur les enjeux sociaux et éthiques associés à l'intelligence artificielle. Merci Jean-François. Et à vous, très chers amis passionnés d'IA, merci de nous écouter. Merci à vous de nous accompagner donc au cœur de nos recherches sur les enjeux éthiques et sociaux associés à l'intelligence artificielle. On se revoit au prochain épisode et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye bye.